Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, chers cours, comment définiriez-vous une héroïne? Très certainement me répondrez-vous, eh bien, c'est une personne qui sauve le monde, qui veut le rendre meilleur, une personne qui sauve des vies et qui fait le bien autour d'elle. Et à l'heure qu'il est pour le peuple français, leur héroïne est l'accusée, Madame Emma Orwell, sous prétexte que cette dernière a sauvé la nation d'un gouvernement qui a été instauré par un coup d'État, un gouvernement corrompu, un gouvernement qui se finançait en vendant des armes illégalement. Et par son action, elle réussit à asphyxier ce gouvernement et obtint qu'un nouveau, plus transparent, soit mis en place. Et pourtant, chers cours, le peuple se méprend. Cette dernière a les mains pleines de sang, un sang qu'elle a versé non pas pour sauver la nation, mais pour servir ses propres intérêts, un sang versé pour venger ses parents, qui ont été tués. Tous deux étaient des agents doubles, des agents secrets pour le compte des services secrets français, la DGSE, et pour le compte des services secrets anglais, le MI6. Ils ont élevé Emma Orwell dès l'âge de ses 7 ans pour qu'elle suive leurs traces et ont fait en sorte que celle-ci excelle dans tous ses domaines, aussi bien sur le plan physique, sur le plan intellectuel, que sur le plan moral. De sorte que cette dernière obtint son baccalauréat dès l'âge de 14 ans et un master à 17 ans. Et enfin que cette dernière intègre elle-même les services secrets français de la DGSE. Et un jour tragique, ses parents ont été attaqués par des mercenaires sous ses yeux et elle a été contrainte de fuir le pays pour se rendre en Angleterre, étant tout à fait persuadée que ses parents étaient décédés. Ces mercenaires avaient été envoyés par ce même gouvernement à qui elle coupa la tête. Il était composé du président de la République lui-même, M. Noguès, du directeur de la DGSE, sur les services secrets français, et du général de l'armée française. Lorsque cette dernière sut qu'ils étaient à l'origine et les commanditaires de la mort de ses parents, s'ensuivit un immense désir de vengeance. Et pour arriver à ses fins, elle dut commettre bon nombre d'infractions. Alors, si vous le voulez bien, chers cours, reprenons les faits qui l'ont amenée devant cette cour chronologiquement. Tout d'abord, elle a fait exploser un site comportant des documents classés secret défense à la demande des services secrets anglais, le MI6. Ceci constitue le crime d'intelligence avec puissance étrangère au sens de l'article 411-4 du Code pénal. D'un point de vue de la matérialité, cet article suppose que Mme Orwell ait entretenu des liens avec cette organisation étrangère, le MI6, en vue de solliciter des actes d'agression contre la France. Et il paraît ici tout à fait évident que le fait de faire exploser pour détruire les documents classés secret défense porte atteinte à notre belle France. Non seulement au sol, mais aux documents qu'elle entend défendre. Il faut savoir, mesdames et messieurs de la Cour, que Mme Orwell, pour se venger, avait demandé de l'aide au service secret anglais, le MI6, qui accepta en contrepartie que cette dernière commette cet acte, qu'elle fasse exploser le site. Et alors, un choix s'offrait à elle, pouvoir se venger en obtenant de l'aide de ses services secrets ou alors le faire toute seule. Et cette dernière, en faisant ce choix, en acceptant de commettre ce crime pour leur compte, elle a choisi le chemin de la criminalité. Elle a choisi délibérément, de son plein gré, de commettre ce crime. Elle en avait l'intention. D'un point de vue plus probant, des caméras de vidéosurveillance ont prouvé que cette dernière était sur les lieux. Alors certes, les vidéos sont floues, et on tentera certainement de vous faire croire, eh bien, comment être sûr que c'était bien Mme Orwell si les vidéos de surveillance étaient floues? Eh bien, comment ne pas être sûr que c'est elle, sachant pertinemment que 41 minutes plus tard, après l'explosion, à seulement 80 km
du site, Madame Orwell a passé un coup de téléphone au service secret anglais. Ici, ce n'est pas une simple coïncidence. Il s'agit des faits qui viennent prouver qu'elle était bien l'autrice de ce crime et qu'elle en est coupable. Par la suite, avançons dans notre chronologie du temps et attardons-nous sur le crime le plus abject qu'elle ait pu commettre, le meurtre. Le fait de donner la mort à autrui est réprimé par l'article 221-1 du Code pénal et de 30 ans de réclusion criminelle. Alors oui, elle a donné la mort, non pas une fois, non pas deux fois, mais 3 fois, au commanditaire ayant donné la mort par la suite, antérieurement, à ses parents. D'un point de vue probant, des témoignages attestent avoir vu Madame Orwell très clairement, une fois que le général de l'armée française et le directeur de la DGSE avaient été tués. Concernant le président de la République, M. Noguès, Madame Orwell a elle-même avoué avoir diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dont elle était l'autrice, dans laquelle on la voit tuer le président, après qu'elle ait fait avouer ce dernier qu'il ait commis tous ces crimes, qu'il ait instauré un État, qu'il ait été élu par un coup d'État, qu'il a été corrompu et qu'il a vendu des armes à des groupes terroristes illégalement, mais également qu'il avait ordonné la mort de ses parents et que ces derniers étaient décédés. Car il faut savoir, mesdames et messieurs de la Cour, qu'avant que le président Noguès affirme que ses parents étaient bien morts, eh bien, Madame Orwell était simplement persuadée qu'ils étaient morts. Elle n'avait jamais vu un quelconque corps pour le prouver. Et ceci est révélateur. Elle a commis bon nombre de crimes, fait exploser un site tout entier et commis 2 meurtres avant d'être sûre que ses parents étaient morts à cause de ces 3 hommes. Et cela ne fait que démontrer sa grande dangerosité criminelle. Ensuite, peut-être vous dira-t-on, mais comment être sûr que c'est bien elle qui a commis ces meurtres, puisqu'à chaque fois elle était accompagnée et aidée des services secrets anglais, avec des agents l'aidant? Eh bien, la réponse est toute trouvée. Dans ces propres mots que je viens de prononcer, ces agents étaient ici présents pour l'aider, non pas pour être auteurs de ces meurtres. Enfin, cette dernière possédait bel et bien l'animus nequandi. Elle avait bien l'intention de les tuer, car, une fois encore, lorsqu'elle s'était associée avec le MI6, eh bien, il lui avait dit qu'il permettrait de destituer ces 3 hommes du pouvoir, tout en l'aidant à se venger. Alors, une fois encore, elle a choisi. Elle a choisi de tuer ces hommes plutôt que de les envoyer croupir en prison. Elle a choisi la voie de la criminalité plutôt que de la légalité. Et c'est en cela qu'elle est coupable. Alors enfin, terminons notre cheminement sur la dernière étape de cette criminalité. Madame Orwell, lorsqu'elle a publié la vidéo dans laquelle le président de la République Noguès avoue avoir fait tous ces crimes et les complices qui l'ont aidé, le peuple s'est révolté. Le peuple français n'a pas supporté cela et s'est insurgé. En effet, l'article 412-3 du Code pénal définit l'insurrection comme étant des violences collectives qui sont de nature à mettre en péril les institutions de la République. Et il paraît ici tout à fait évident que le peuple se révoltant, ayant pratiquement mené le pays à une guerre civile, a mis en péril les institutions de la République. Alors, d'un point de vue de la répression, l'article 412-6 prévoit que le fait de diriger une insurrection est un crime qui est puni de réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 € d'amende. Le terme diriger est ici entendu comme le fait de conduire, le fait de mener à cette insurrection. Madame Orwell a aisément dirigé le peuple à s'insurger. En guise d'illustration, imaginez-vous en train de conduire une voiture. Vous tournez le volant vers la gauche. Le véhicule se transporte tout bêtement à gauche. Et ici, Madame Orwell, en publiant cette vidéo, a dirigé le peuple vers la gauche. Elle a dirigé le peuple vers les institutions de la République
pour les mettre en péril. Alors oui, elle l'a dirigé et par-dessus tout, elle avait l'intention de commettre ce crime, parce que sinon, pourquoi aurait-elle publié une vidéo aussi choquante, sans même avoir des intentions par derrière? Elle voulait absolument que le peuple s'insurgît. Sinon, elle ne l'aurait pas fait et elle a obtenu ce qu'elle voulait. Alors, chère cour, vous voyez ce qu'une femme de son rang est capable de faire. Elle est capable de détruire, de faire la mort et de mettre le chaos dans notre pays. Et ceci, tout en manipulant suffisamment bien le peuple français pour qu'il pense encore après cela qu'elle est leur héroïne. Alors, chère cour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, vous devez montrer l'exemple. Vous devez rappeler que la loi du talion ne sévit plus dans notre pays. Rappelez que les violences ne doivent pas se résoudre par les violences. Rappelez que des faits aussi graves se doivent d'être sévèrement incriminés, peu importe les motivations pour lesquelles nous les faisons. Alors c'est ce que je vous demande. Condamnez Madame Emma Orwell du chef d'incrimination du crime d'intelligence avec puissance étrangère, de meurtre et enfin d'insurrection, pour une peine de réclusion criminelle à perpétuité et 750 000 € d'amende. La défense de Madame Emma Orwell a la parole. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres de la Cour. Dans les temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. Ce sont les mots de George Orwell lorsqu'il nous raconte l'histoire de 1984. Une histoire supposée être fictive, dystopique, et pourtant nous voici, aujourd'hui, en train de faire le procès d'une personne dont le seul crime est d'avoir dit la vérité au peuple français. Mouvement insurrectionnel, intelligence avec une puissance étrangère, terrorisme comme il est écrit sur l'acte d'accusation, contrairement à ce qu'a annoncé ma très chère consoeur. Voilà ce que le ministère public tente de mettre sur le dos d'une jeune femme de 18 ans. Alors, imaginez qu'à l'âge de 7 ans, vous découvriez que vous êtes susceptible de perdre absolument tout ce qui est cher à vos yeux. Imaginez qu'après tant de nuits passées à dormir avec un œil ouvert et à surveiller ses arrières, vous vous fassiez attaquer dans le confort de votre maison par des mercenaires armés jusqu'aux dents, et que par le biais d'un simple appel anonyme, vous découvriez que vos parents sont morts. C'est l'histoire d'Emma Orwell. Lorsqu'elle a tenté de chercher la vérité, lorsqu'elle a tenté de la trouver et de la révéler, on l'a accusée. Le ministère public et la DGCE avaient besoin d'un bouc émissaire afin de racheter leur honneur, alors ils ont trouvé le martyr parfait. Après tout, lorsqu'on vient de découvrir que le président de la République a commandité le meurtre de ses parents, on a toutes les raisons de vouloir détruire tout ce qu'il y a sur son passage. Toutefois, Monsieur le Président, ma défense ne se basera pas sur des pures spéculations. L'article 411-4 du Code pénal nous dit que le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression envers la France est un crime. Il y a peu de condamnations et donc peu de jurisprudence explicative pour ce chef d'accusation, mais en 2016, l'Assemblée nationale nous apporte quelques précisions en ce qui concerne la matérialité. Elle nécessite un acte positif d'entretien de relations secrètes d'entente avec une puissance étrangère. En l'espèce,
L'unique preuve dont dispose le parquet est une trace de communication cryptée entre Madame Orwell et le MI6. Trace de communication dont on ignore le contenu et qui par ailleurs a eu lieu non pas immédiatement après les faits, mais un mois après. La vidéo de surveillance ainsi que les photos post-explosion datent du 18 juin 2016, alors que la trace de communication est datée du 18 juillet 2016. En conclusion, il n'y a pas le moindre élément dans le dossier qui permette d'établir avec certitude une quelconque entente entre Madame Orwell et les services secrets britanniques. Plus encore, admettons qu'ils se soient entendus et qu'il y ait des preuves concrètes de communication. L'Assemblée nationale et la lettre du texte nous disent très clairement que l'infraction nécessite un dol spécial, l'animus hostilis. Les actes doivent avoir été accomplis avec l'intention de nuire aux intérêts de la France. L'animus hostilis n'a jamais existé dans l'esprit de Madame Orwell. Quand bien même elle aurait accompli ces actes, elle l'a fait uniquement dans le but d'honorer la mémoire de ses parents et d'exposer la vérité au grand jour. Au mieux, si le ministère public parvient à prouver ces communications, alors on pourrait peut-être requalifier en livraison d'informations à une puissance étrangère, mais en l'absence de telles preuves, même une requalification ne nous amènerait pas bien. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres de la Cour, le ministère public lui-même ne semble pas tout à fait convaincu et donc il tente le tout pour le tout, avec une accusation de terrorisme, parce que on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. L'article 421-1 du Code pénal nous dresse une liste limitative d'actes pouvant constituer l'infraction lorsqu'ils sont commis dans le but de causer un grave trouble à l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. 3 événements sont alors susceptibles d'être retenus en l'espèce: l'attaque de la base aérienne, les meurtres du général Morales et Labatte, et la séquestration du président de la République. Concernant la base aérienne, la seule preuve avancée par l'accusation est une vidéo de surveillance qui montre une silhouette floue qui apparemment ressemblerait à Emma Orwell. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, sachant qu'il y avait une dizaine d'agents des services secrets britanniques sur les lieux, tant d'hommes que de femmes, il convient de rappeler tout simplement l'adage « in dubio pro reo ». Le doute profite à l'accusé. Concernant les assassinats, tout ce qu'avance le ministère public, c'est des témoignages flous, évasifs, imprécis, des agents de sécurité des victimes qui, 3 ans après les faits, prétendent se souvenir parfaitement du visage de Madame Orwell le jour du crime. Donc, en conclusion, soit ils sont aussi corrompus que leurs employés, soit ils ont témoigné avec une épée de Damoclès sur la tête. Après tout, les opposants politiques de M. Nogues ont confirmé, il n'a jamais hésité à menacer pour parvenir à ses fins. Enfin, en ce qui concerne la séquestration, on dispose déjà de quelques éléments de preuve un peu plus concrets, puisqu'on a les aveux du président de la République en vidéo. Nogues emploie le terme « ma petite », ce qui suggère qu'il est en effet en présence d'une femme, mais encore une fois, cela ne prouve absolument rien, puisque les 2 agents du MI6 qui se sont sortis vivants de l'attaque de la base aérienne étaient des femmes. Et n'oublions pas également la 3e personne de la vidéo de surveillance qui, rappelons-le, demeure non identifiée. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, ce n'est pas un simple doute. Nous sommes en présence d'un véritable néant probatoire. Le ministère public n'a rien. Il n'a rien. Et quand on passe des années à laisser des fichiers S gambader librement, alors qu'on dispose de toutes les preuves nécessaires pour les appréhender, cela me paraît culotté d'accuser une gamine de 18 ans de terrorisme sur la base d'une vidéo floue et d'un témoignage bâclé. Emma Orwell l'a avoué, tout ce qu'elle a fait, c'est diffuser une vidéo. L'article 412-3 du Code pénal définit le mouvement insurrectionnel comme toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République. Le fait d'organiser ou de diriger une telle violence est puni en vertu de l'article 412-6
de la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, c'est le seul moment où je vous dirai que Madame Orwell est coupable. Elle est coupable parce que lorsqu'elle a diffusé cette vidéo, elle a entraîné l'insurrection du peuple français. Elle a entraîné la paralysie des institutions, la démission du gouvernement complice et la révolte de millions de Français. Le ministère public pense naïvement qu'elle aurait pu faire plus simple, qu'elle aurait pu simplement dénoncer le président de la République, mais Madame le procureur semble oublier que le président bénéficie d'une immunité pénale en vertu de l'article 67 de la Constitution, jusqu'à la fin de son mandat. On aurait alors eu un dictateur et un assassin à la tête de l'État pendant 5 ans, puisqu'il venait d'être élu, sans pouvoir rien faire. On se retrouve alors face à la véritable bête noire éternelle du droit pénal français, la justice privée. Le père qui tue le violeur de sa fille, la femme battue qui, après des années de torture, assassine son mari hors des cas de légitime défense. Toutes ces personnes qui, lorsqu'on les regarde, font émerger une voix perturbante dans notre tête, une voix qui nous dit « moi aussi, je l'aurais fait ». Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, j'espère que vous aussi, vous auriez sauvé la République. Monsieur le Président, le ministère public est supposé servir les intérêts de la société et pourtant il s'évertue à ne pas écouter ce que la société lui dit depuis des années. En ce moment même, il y a des milliers de manifestants devant cette cour d'assises là pour soutenir Emma Orwell, pour la simple et bonne raison qu'elle leur a évité une dictature. Par conséquent, pour les chefs d'intelligence avec une puissance étrangère et pour le chef de terrorisme, la défense demande l'acquittement total de Madame Orwell. Pour le chef de mouvement insurrectionnel au regard des circonstances exceptionnelles entourant la commission de l'infraction, la défense demande 12 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende, ainsi que l'introduction d'une demande de grâce présidentielle. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, le procureur vous déblatère des textes de loi à la minute, comme si Montesquieu avait raison depuis tout ce temps, comme si vous n'étiez rien d'autre que la bouche de la loi. Et vous n'êtes pas que la bouche de la loi. Vous êtes la justice. Vous êtes l'espoir du peuple. Et comment pouvez-vous prétendre rendre la justice au nom du peuple français, tout en condamnant la personne qui l'a sauvé et qui a sauvé sa liberté?